Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le lundi 13 avril. Voici les titres de ce journal. C'est l'été. Les températures sont presque 10 degrés au-dessus des normales de saison. Par endroits, on a même dépassé des records et ce n'est que le début. Manuel Valls, que valent vos promesses? C'est la question posée par des élus et des chefs d'entreprise en colère. Et au cœur de cette opération, le projet de la 831 qui reste au point mort et qui même recule pour Ségolène Royal. Enfin, plus légèrement, nous découvrirons un mot, cagnotte. Aujourd'hui, il s'agit d'une marque, mais elle rend hommage à ce terme employé autrefois par les habitants de Noirmoutier pour parler de leur âne. Les vacances de Pâques commencent bien. Pour les moins chanceux, il s'agit d'un véritable lundi au soleil, comme le dit une certaine chanson. Un peu partout, il a fait plus de 22 degrés. Et c'est à Grue, près de l'Aiguillon-sur-Mer, que le thermomètre est monté le plus haut, avec plus de 24 degrés. Et hier, une nouvelle fois, vous avez été nombreux à profiter du littoral. Ce n'était pourtant pas la plus belle journée. À l'ombre, précisons bien à l'ombre, Météo France a enregistré par exemple au Sable d'Olonne seulement un peu plus de 18 degrés. Mais l'absence de vent a permis d'avoir une atmosphère très printanière. Évidemment, petits et grands ont profité. On profite des beaux jours pour sortir, profiter au moins de cette magnifique journée. Ça fait plaisir, ça donne envie de sortir. On est en vacances et puis on profite du week-end, beau soleil avec les enfants au bord de l'eau. Et puis voilà. On est venu voir le surf, puis on a profité du soleil, on a joué avec les copains. Et les vacanciers vont pouvoir en profiter encore au moins 2 jours puisque demain, on gagnera encore 2 degrés. On dépassera largement les 26 degrés et peut-être franchirons-nous alors le record de 1949 où la Motte à Char avait alors affiché près de 28 degrés pour un mois d'avril. Rappelons qu'à cette période de l'année, le thermomètre devrait afficher 10 degrés de moins. L'actualité, c'est aussi la 831 et surtout la colère des élus vendéens. Cette fois, ils lancent une campagne de mobilisation sur l'affiche qui sera placardée dans les abribus du département. Ils interpellent directement le Premier ministre en lui demandant ce qu'il a fait de ses promesses concernant la construction de l'axe autoroutier entre la Vendée et la Charente-Maritime. Et cette action fait suite aux déclarations de Ségolène Royal. La semaine dernière, la ministre de l'écologie a en effet annoncé que la 831, c'était fini, qu'elle ne voulait pas laisser détruire le marais Poitevin. Pourtant, quelques jours avant, Manuel Valls avait confirmé que le projet n'était pas mort et qu'il souhaitait donc relancer l'appel d'offres auprès des entreprises. Pour les élus et les chefs d'entreprise concernés, les propos de Ségolène Royal sont hallucinants et choquants, comme le confirme le nouveau président du conseil départemental. Qu'une ministre seule décide de dire que la 831 c'est fini, c'est mépriser les gens du Sud, c'est mépriser tout ce qui est le cursus administratif, juridique et écologique en l'occurrence de ce dossier. J'espère toujours que la procédure d'appel d'offres va être lancée. Je rappelle que le dossier est prêt à être envoyé aux entreprises, aux 4 entreprises qui peuvent répondre. Donc j'ai toujours l'espoir que ça puisse se faire et je trouverais invraisemblable, vraiment invraisemblable, que ça ne se fasse pas. Jean-Marie Le Pen ne sera pas tête de liste en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est ce qu'il a annoncé ce matin suite aux nombreuses réactions qui ont suivi ses déclarations à un hebdomadaire d'extrême droite la semaine dernière. Des déclarations qui forcément ont fait réagir jusque dans la fédération de Vendée. Il y a ceux qui condamnent fermement, notamment les propos sur les chambres à gaz. La responsable départementale Brigitte Neveu, elle, rappelle son attachement au fondateur du Front National. Elle précise ne pas vouloir commenter les propos qu'il a tenus et juge incongru de vouloir l'exclure. On écoute donc Brigitte Neveu. Elle réagit à la décision de Jean-Marie Le Pen de ne pas être tête de liste en PACA. Ces paroles ont dû choquer beaucoup. Je sais, dans ma fédération, on a eu quelques discussions, mais finalement, moi, je savais très bien que ça s'arrangerait. Je connais Marine très bien, je connais Jean-Marie très bien. Et voilà, et je savais qu'il y aurait une issue. Mais bon, évidemment, pour les médias, c'est formidable. Ça donne du grain à moudre, etc. Mais bon, pour ça que je pensais qu'il ne fallait pas réagir trop vite, à chaud. Et maintenant, voilà, je suis très contente de trouver ce dénouement et tout va bien se passer.
Et puis un autre mot de politique avec du côté de l'UMP, la nomination de Yannick Moreau comme délégué national chargé de la pêche et de la mer. En tant que délégué national, il intègre donc l'équipe dirigeante du mouvement présidé par Nicolas Sarkozy. Le député de la Vendée littorale était délégué national chargé de la réforme de la justice sous la présidence de Jean-François Copé. Vous le savez, la Vendée produit ses vins. Le département compte d'ailleurs 5 fiefs, Brême, Chantonnay, Mareuil, Pissotte et Vix. Et chaque année, les producteurs se retrouvent pour le concours des fiefs vendéens. À l'occasion de jauger leur travail, Pierre Dalicieux a suivi les épreuves et les dégustations du jury. L'odorat, le goût, la vue aussi, 3 sens ce matin indispensables pour décortiquer, comprendre, aimer ou non les vins d'ici, les fiefs vendéens. Un jury composé de 15 personnes séparées en 3 tables et un mot d'ordre, l'impartialité, du moins autant que possible. 14, 9. C'est 41, je lui mets 17. On a un vin là par exemple qui n'est pas sélectionné et qui a été très bien noté par 2 dégustateurs, mais très mal par 2 autres. Il y a un côté toujours un peu subjectif. Voilà. Même si on essaie de rester le plus objectif possible, il y a toujours une petite part de préférence personnelle. Voilà. Des vins, vous vous en doutez, dégustés à l'aveugle. Pour cet œnologue, faire le bon choix demande de la concentration, de l'expérience bien sûr, mais pas uniquement. Je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut également s'entraîner. Je dis, la dégustation, c'est une perpétuelle découverte. Donc il faut toujours s'entraîner et on apprend tous les jours en dégustant. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis, non, tout à fait. Un bon vin, c'est aussi un bon équilibre. Pour le jury, c'est une question de subtilité où rien ne doit jurer entre la bouche et le nez. Il faut qu'il n'y ait pas de déception en bouche quand le nez nous a séduit. Il faut que le nez séduise et qu'ensuite on ne soit pas déçu et que la bouche corresponde au nez. C'est-à-dire qu'un nez frais, il ne faut pas une bouche lourde. Un nez au contraire qui sera patiné, brioché, etc. On s'attend à une bouche généreuse, donc il faut une cohérence. Brême, Chantonnay, Mareuil, Pissotte ou encore Vix, 5 terroirs pour une AOC, fief vendéen. Une jeune appellation qui, depuis 4 ans, ne cesse de faire de nouveaux adeptes. Et précisons que Mareuil semble la terre des meilleurs vins vendéens, puisque dans les 4 catégories, la médaille d'or a été remportée par des producteurs de la commune. Et 3 sur 4 ont d'ailleurs été raflés par le viticulteur Fabien Muraille, le blanc, le rouge 2013 et le rouge 2014. Et autant de vins à déguster évidemment avec modération. On passe au sport et on débute avec le record du week-end. Alors il ne s'agit pas d'exploits sportifs, mais plus de participation. Dimanche, à La Roche-sur-Yon, la bicentenaire a rassemblé plus de 9000 personnes. Il faut dire qu'au fil des années, l'événement est devenu le rendez-vous populaire des coureurs et des marcheurs. La preuve en images avec Cyril Guillet et Aurélia Horner. Par groupe, pour une cause ou pour son entreprise, en individuel, pour le plaisir ou le chrono. Hommes, femmes, enfants, ils avaient tous une bonne raison de participer. On est venu en club, on a monté une nouvelle asso à Beaulieu-sous-la-Roche. Et du coup, finalement, le jogging marche assez bien dans notre petite commune. Et on est venu à une trentaine. On court avec l'entreprise de RDF depuis la création de la bicentenaire en 2004. On a toujours été présent et notre entreprise est partenaire et on se doit d'être ici. D'habitude c'est compète, cette année on est venu sans vouloir la faire, on a dit on va s'amuser et en fait j'ai quand même fait un chrono donc c'est super et en plus je l'ai battu. Ah oui, la galanterie. 9000 participants pour cette 12e édition, un événement qui rassemble au fil des années de plus en plus de monde, car toujours aussi convivial. Le principe c'est de s'amuser, et puis familial, et puis le beau temps, et puis tout, génial. Le monde est super motivé, ouais, génial. On fait ça pour le plaisir, mais il y a une performance derrière. 4 courses au total, 2 pour les enfants, 1 pour les adolescents et la course phare d'une longueur de 8670 mètres, où tous les participants à partir de 16 ans étaient les bienvenus. Il y a une vraie dynamique sur la ville même, puisque beaucoup d'entreprises, grosses entreprises de la ville, ont décidé de bâtir une équipe. Et donc ils ont mobilisé à la fois leurs salariés, leurs amis, les parents, les conjoints, les enfants pour participer. On a des licenciés, mais c'est finalement assez peu. On a beaucoup de personnes qui viennent courir pour le plaisir et qui vraisemblablement courent une seule fois ou 2 fois l'année, mais la bicentenaire est leur rassemblement principal.
entre amis, entre collègues ou en famille. Encore un gros succès cette année pour cet événement sportif qui reste avant tout populaire. Alors on vient de le voir et de l'entendre, la bicentenaire c'est un rendez-vous convivial, mais c'est également devenu une étape pour les coureurs licenciés. Chez les hommes, c'est donc un Toulousain qui a remporté l'épreuve. Il a parcouru les 8 km 600 en un peu plus de 28 minutes. Le 3e et le 4e sont du club de La Roche-sur-Yon. Et chez les femmes, c'est Maïté Billot qui a remporté cette édition pour la 3e année consécutive. Elle courait pour l'association Espérange. Nous en avons d'ailleurs parlé dans notre édition de vendredi. Il s'agit d'une association vendéenne pour les parents victimes de deuil périnatal. Du côté du foot, tout va bien chez les hommes comme chez les filles. C'est également le cas pour les joueurs de tennis-ballon d'Olonne-sur-Mer. Résumé des championnats du week-end en images. Belle victoire du Poiré-sur-Vie, maillot bleu face à Dunkerque dans le cadre du championnat national. 29e minute, sur cette passe en profondeur d'Ebraz, Bowu ouvre le score. 35e minute, les Dunkerquois égalisent sur cette reprise déviée. 5 minutes après le retour des vestiaires, Dunkerque prend de nouveau l'avantage grâce à Cyril Mandouki. Mais un quart d'heure plus tard, égalisation du côté Genot par Ebraz. À la 89e minute, Quentin Bonnet délivre les Genots du match nul et 2 minutes plus tard, Ebraz, bien servi, vient donner définitivement la victoire aux hommes d'Oswald Tanchot qui sont désormais à plus de points de la zone de relégation. Il reste maintenant 6 matchs aux Genots pour assurer leur maintien en national. Du côté des filles à présent, en division 2, La Roche-sur-Yon, maillot rouge, recevait le leader Iser et ses 2 points d'avance au classement général. Les féminines de l'ESOF ont bien débuté ce match. Elles ouvrent la marque à la 44e minute par Julie Pasquereau sur un coup de pied arrêté. En toute fin de rencontre et une nouvelle fois sur coup de pied arrêté, les Ornésiennes vont porter le coup de grâce. C'est Clara Matteo à la 93e minute qui s'en charge en devançant la gardienne bourbonnaise. Une victoire qui permet à l'ESOF de dominer le championnat. Il reste maintenant 4 matchs aux joueuses de Malika Bousso pour assurer une montée en division 1 ou au minimum le maintien en division 2. Eux aussi jouent la balle au pied, mais sur un court de tennis. Le tennis-ballon olonnais maillot noir vient de remporter son 4e titre consécutif de champion de France samedi soir à domicile face au LTB Nantes. Les hommes d'Olivier Renaud ont largement dominé cette finale, principalement au filet. Ils s'imposent 3-7 à 0 devant leur public. Dans l'univers du 2 roues à présent, on prend des nouvelles du Team Europe Car. Dans le Paris-Roubaix d'abord, les coureurs sont restés dans le peloton dimanche. Avant, il y a eu le circuit de la Sarthe et vendredi, pour la dernière étape, l'un des membres de l'équipe vendéenne s'est installé à la 4e place. Au classement général, le premier cycliste du team est 11e. Il s'agit de Pierre Roland. Connaissez-vous le mot cagnotte? Il s'agit généralement d'un petit chien, mais sur l'île de Noirmoutier, ce terme était utilisé au 19e siècle pour désigner l'âne en patois. 2 siècles plus tard, cagnotte est devenue une marque, made in Noirmoutier bien sûr. Reportage de Cyril Guillet. C'est dans cette demeure familiale, datant de 1887, en plein centre du Vieil, que Gildas Couillon crée et expose son travail. Un lieu chargé d'histoire, car cette demeure appartenait à son arrière-grand-tante. Devenu restaurant, les murs accueillent aujourd'hui les réalisations de la marque Cagnotte. Cagnotte étant le nom donné aux ânes en patois normoutrin. Un animal très présent et très utile il y a encore peu sur cette île. L'âne qui était utilisé autrefois les week-ends pour les touristes qui étaient en villégiature, surtout sur le bois de la Chaise et tout le bord de mer, je veux dire au siècle dernier, c'était vraiment l'attraction sur les plages, les promenades aux ânes en bord de mer. Et la semaine, c'était les travaux agricoles, donc sur Noirmoutier, le ramassage des algues pour les pommes de terre, le sel. L'âne, c'était tout. Ça valait une maison dans certains héritages. Influencé par les différents continents où il a vécu, notamment en Afrique et en Asie, son inspiration principale, il la puise ici, sur son île, où il a passé sa jeunesse. C'est des souvenirs d'enfance qu'on retrouve aussi. Donc quand j'allais sur le bois de la Chaise, à l'Estacade, et que je voyais ces pêcheurs avec leurs carrelets, et qui relevaient leurs carrelets avec tous ces petits poissons brillants, ces petits éperlans.
Cette inspiration, il la puise aussi dans le patrimoine et l'histoire de cette île. Il faut savoir que, par exemple, le port de l'Herbaudière était le 5e port français en termes de volume de sardines pêchées. Ici, c'est un clin d'œil vraiment très ludique aux conserveries de l'Herbaudière. Pourquoi ? Parce que je revisite par le biais, en mettant des sirènes dans une boîte de sardines, je revisite les contes et féeries du bord de mer de Bretagne. Pourquoi ? Parce que la main-d'œuvre était essentiellement féminine et elle a très vite manqué sur Noirmoutier, donc on est allé la chercher en Bretagne. Ces motifs, il les décline sur différents supports. Pour la déco intérieure, les impressions sont réalisées sur de la toile de Jouy, déclinée entre autres en coussins, nappes, chemin de table ou encore en toile décorative. Mais cette série d'imprimés du bord de mer, c'est aussi des cartes postales et des affiches, avec toujours cette couleur bleue, véritable signature. Il y a toujours une base, et la base de ma recherche, elle est avant tout traditionnelle, culturelle. C'est le bleu des vareuses, des vêtements de marins, c'est la mer, c'est les couleurs des bateaux. N'hésitez pas à venir découvrir l'univers graphique, chic et ludique que propose la marque Cagnotte. La boutique est ouverte tous les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires. Et cette dernière information dont nous parlions au début du journal, l'été est là. Demain, la journée sera en effet estivale. Les températures monteront jusqu'à près de 30 degrés dans les terres et le ciel restera bleu du matin jusqu'au soir. Le point complet, c'est dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.